Monsieur Landoulema, nous sommes ici dans l'atelier sur le développement du Congo central. Est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs poursuivis par cette manifestation? La volonté de réunir la diaspora Congo, c'est ça qui nous a inspirés. Parce que quand on est unis, réunis, on va penser à faire de grandes choses. Parce que jusque-là, chacun de nous intervient d'une façon éparpillée pour le développement de notre pays. Et c'est comme ça qu'on avait dit que nous sommes conjuguer nos efforts pour faire des choses, entre guillemets, grandioses. Donc si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour étudier les paramètres et mettre des stratégies en place pour l'intervention de la diaspora Congo dans le développement de la province du Congo central. Nous avions dit que voilà, on peut le faire, juste peut-être que ça pourra aussi inspirer la diaspora d'autres provinces du Congo. Et aussi, chacun de nous ou d'autres provinces aussi, prenez un exemple ce que va faire la diaspora Congo. Peut-être qu'il y aura une synergie pour le développement de notre province. Donc ici, nous sommes réunis juste pour faire voir à la diaspora Congo que nous sommes vraiment importants. Notre apport est important au développement de la province du Congo central. On peut bien appartenir dans les différents partis politiques, mais d'abord, le souci de développer notre pays n'a pas de couleur politique. C'est pourquoi on avait dit appeler tout le monde qui a le Congo dans son cœur, venir réfléchir avec nous pour voir ensemble quelles sont les stratégies que nous pourrons mettre ensemble afin de solliciter un partenariat avec de nouvelles autorités qui viennent d'être nommées et surtout que nous avons la grâce aujourd'hui aussi, l'équipe gouvernementale venait d'être publiée là à Matadi. Donc je dirais que nous sommes bénis parce que nous aussi nous sommes réunis et à Matadi on publie l'équipe gouvernementale. Donc il y aura un travail de lobby de notre part qui sera mené au niveau des autorités là-bas pour leur faire voir que la diaspora est prête à intervenir au pays, mais vous devrez aussi nous faciliter la tâche. Oui, et quels sont les thèmes retenus pour les ateliers? Donc il y a deux thèmes. Le premier thème va parler des investissements dans le cadre économique et puis le deuxième thème va parler des investissements dans le cadre de l'assistanat, ce que nous appelons les ONG. Oui. C'est ça, donc on aura des axes d'intervention aujourd'hui, donc des travaux en carrefour. Et vous espérez avoir quels résultats à l'issue de ces ateliers? Nous avons mis en place quelques points essentiels que nous voulons atteindre au cours de cet atelier. Entre autres, mettre en place une structure qui va coordonner toutes les actions de la diaspora ici. Et puis mettre aussi en place une structure, parce qu'on a eu la présence d'un partenaire qui travaille déjà dans le développement, qui est partenaire à la Fondation Tanadjé. Je cite la Fondation Kadik, il est avec nous ici. Donc lui aussi, tout ce que nous allons faire sortir ici, il va vouloir créer une synergie là-bas, donc mettre encore en place au pays une synergie, une structure qui sera comme un pont entre nous et la province. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Janvier Kimbombi, qui est le représentant du Congo Network Netherlands depuis la RDC. Il est venu de la RDC, c'est depuis hier matin qu'il est ici, juste pour participer à cet atelier. Alors j'invite M. Janvier Kimbombi de passer pour son discours. Je vous en prie. Nous sommes appelés ce matin d'intervenir dans le cadre de l'atelier sur le développement du Bas-Congo et de présenter la situation socio-économique de la province pour nous permettre de réfléchir ensemble et de nous aider à participer au relèvement de notre province. Nous nous proposons de répartir notre intervention en 4 temps. Tout ce que nous allons vous dire, vous les connaissez, parce que
Vous êtes fils et filles de la province. Vous êtes sans ignorer que la situation de la République démocratique du Congo en général et celle de la province du Bas-Congo en particulier ne fait que se dégrader. Et cela en présence de nos intellectuels, en présence de ceux qui savent prendre des décisions pour arrêter cette hémorragie. Mais nous semblons être tous indifférents face à cette situation. Des ateliers, des conférences, des sessions, ça s'organise partout et toujours. Les gens réfléchissent. Ils font des recommandations. Mais ces recommandations, nous ne savons pas les suivre et n'aboutissent pas aux résultats auxquels nous nous attendons. Mais je pense que ce jour, nous allons réfléchir, oui, mais plus nous devons nous engager pour que nous puissions réaliser au moins tant soit peu quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Les Congos, tout comme la province du Bas-Congo, a beaucoup de potentialités. C'est une province qui est située dans la partie sud-ouest de la RDC. Elle constitue la seule porte d'entrée et de sortie ouverte sur l'océan. Elle s'étend sur 53 920 km², soit 2,3% du territoire national, et compte près de 3,2 millions d'habitants. C'est la province qui a la plus forte densité, de 60 habitants par kilomètre carré. Elle comprend 3 districts, 10 territoires, 3400 km de routes urbaines, 1472 km de routes nationales, 303 km de routes d'intérêt provincial, 234 098 km de routes de desserte agricole et 365 km de réseaux ferroviaires. Malgré sa spécificité, le Bas-Congo dispose d'énormes potentialités pour son développement. Dans le domaine agricole, elle présente des conditions physiques favorables, une population dynamique et jeune, de nombreux techniciens agricoles, la présence de quelques unités agro-industrielles et alimentaires, la proximité des ports pour des facilités d'exportation. Il dispose d'un capital forestier constitué de 522 350,67 hectares, renfermant des diverses espèces forestières exploitables, 51 essences appartenant à 4 groupes de bois, rouge, blanc, noir, de bois divers. Les sous-sols du Bas-Congo comprennent d'importants gisements miniers, de phosphate, sel gemme, de manganèse, marbre, sable fluvial, etc. Mais qui demandent un complément de recherche avant que soit précisée leur perspective d'exploitation, à l'exception du calcaire déjà en exploitation et de la bauxite. Il y a lieu de noter que les métaux précieux tels que l'or et le diamant sont parsemés dans les territoires des cataractes et du bas-fleuve où ils sont exploités de manière artisanale. L'activité industrielle du Bas-Congo s'articule autour des sous-secteurs industrie alimentaire, minoterie, brasserie, limonaderie, etc. L'agro-industrie, sucrerie, huilerie, industrie du bois,
industrie de production des matériaux de construction, cimenterie et carrières mécanisées, industrie manufacturée, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, industrie énergétique, etc. Les Bas-Congo disposent des infrastructures de transport ayant bien souvent un niveau supérieur à celui du reste du pays. Un réseau routier local ayant, d'une part, permis l'intégration de la province à l'économie nationale et d'autre part, facilité l'évacuation des produits locaux vers le grand centre de consommation. Un axe routier principal, la nationale numéro 1, ayant favorisé l'émergence des grands centres de consommation et de production et ouvert la province sur la grande ville de Kinshasa et sur le marché de certains pays limitrophes, notamment les Congo-Brazza et l'Angola, créant ainsi une demande potentielle sûre. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa qui double la numéro 1 et qui ensemble relie la province à Kinshasa. Les réseaux aériens également comprennent un aéroport militaire, 4 aérodromes et 16 pistes de secours. Un réseau maritime et fluvial avec 2 biefs fluviaux navigables. Dans l'ensemble, le Bas-Congo est doté d'un réseau hydrographique dense, dont les principales grandes rivières jettent dans le fleuve Congo, notamment Kwilu, Inkisi, Lukunga, Mpozo et d'autres. Il est important aussi de souligner que la province du Bas-Congo est bien arrosée du fait que les moyennes annuelles de précipitations varient entre 900 et 1500 mm. Elle bénéficie également d'une dotation illimitée en énergie, dont le potentiel hydroélectrique du site d'Inga, Zongo, qui sont estimés à plus de 4140 MWh par an. Dans le domaine de la santé, la province du Bas-Congo est l'une des provinces le mieux pourvues en structures sanitaires et qui bénéficie de nombreuses interventions de partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux en matière de santé. Et pour ce qui est de l'éducation, nous disposons de plusieurs écoles qui ont été construites par des religieux et par l'État, ainsi que d'autres construites par le privé. Notre province comprend de personnes instruites, plus de 13,6% par rapport à la RD Congo. Malgré toutes ces potentialités, la province du Bas-Congo connaît beaucoup de problèmes. Dans le secteur agricole, le développement rural et forêt, notre province, qui est à vocation agricole, est pratiquée par des ménages non encadrés, utilisant des outils rudimentaires, des semences non améliorées et des techniques culturelles dépassées. Néanmoins, il existe de plus en plus d'exploitations couvrant de plus vastes étendues et sont utilisées et utilisent de nouvelles techniques culturelles, notamment mécanisation agricole et les intrants sélectionnés. Mais elles sont handicapées par le manque de structures de conservation des produits et les difficultés de transport. Les producteurs qui sont dans des villages ont une grande difficulté pour évacuer leurs produits, du moins ceux qui sont à l'arrière-pays. Ce qui fait qu'il y a
l'exode qui s'est fait, des populations qui se trouvent dans l'arrière-pays, ne sachant plus évacuer leurs produits, ils ne font que des cultures qui ne servent qu'à l'autoconsommation. Et ils viennent vers la nationale où ils font des cultures, mais la terre étant surexploitée, la production pose problème. Cette situation amène une baisse sensible de la production, se traduisant par un déficit de 15 560 tonnes de matière de production animale, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui a un taux de 89,6% de la population ayant une diète journalière de 1765 kcal. L'insuffisance pondérale pour les enfants de moins de 5 ans, 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 accusent une insuffisance pondérale modérée et 1 sur 10 enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérée aiguë. La baisse de la production des cultures pérennes, huile de palme, cacao, café, caoutchouc, etc., qui a comme conséquence la chute des devises d'exportation, l'implantation de produits jadis exportés, l'importation de produits jadis exportés et l'aggravation du chômage. Par le passé, vous le savez très bien, que nous avions, au Bas-Congo, on avait des grands champs de caféiers, des cacaoyers, mais qui aujourd'hui ne sont plus exploités. Le recul de la production agricole provinciale est lié à divers facteurs majeurs, à savoir les difficultés relatives à l'accès au marché du fait du délabrement du réseau routier et des points de vente, marchés ruraux et centres de négoce, à l'évacuation des produits, comme je l'avais dit, à la conservation des semences et des produits agricoles, ainsi qu'à l'approvisionnement en matériel génétique amélioré. La perte de la main-d'œuvre agricole consécutive à l'exode rural, au développement des épidémies et des maladies diverses, à la prévalence du VIH, à la malnutrition, à la morbidité et à la mortalité élevée. La persistance des maladies phyto- et zoosanitaires, l'insuffisance des terres arables du fait de la persistance des conflits fonciers, des us et coutumes rétrogrades et de la confiscation des terres par les anciens concessionnaires. La prédominance des techniques rudimentaires, le dysfonctionnement des structures en amont et en aval, recherche, encadrement, production, crédit, etc. Les difficultés politico-administratives, tracasseries administratives, faible implication des autorités politico-administratives dans l'exécution de plans, programmes et projets de relance agricole et rurale. La multiplicité des taxes, les faibles prix à la production. L'insuffisance d'unités de transformation des produits agricoles et d'infrastructures de stockage. Nous avons dit qu'on avait une forêt, mais la production forestière enregistre une baisse continue du fait de la déforestation intense et anarchique, ainsi que de la mauvaise gouvernance. Le taux de déboisement est de 0,6%, soit 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Au regard du taux de reboisement qui est de 0,16%. La reconstitution du capital forestier du Bas-Congo s'avère une œuvre longue et difficile. L'appauvrissement du capital forestier, un des problèmes majeurs de la province, s'explique par le dysfonctionnement des services techniques, les désengagements de l'État, la culture de l'impunité, le non-respect des codes forestiers,
l'absence de politique de protection de la faune, l'absence d'une politique d'exploitation rationnelle des richesses forestières. Pour ce qui concerne le secteur minier, la sous-exploitation des ressources naturelles locales constitue un problème majeur au Bas-Congo. Elle est liée aux faibles études de prospection des ressources provinciales, à l'inexistence d'investissements, à la faiblesse du pouvoir dans la négociation de certains accords économiques, à l'absence de politique industrielle de prospection et d'exploitation des ressources naturelles provinciales, à l'inexistence d'équipements appropriés pour des études de protection, de prospection minière et géologique. Le sous-secteur industriel du Bas-Congo est confronté au problème de faible rendement de production. Ces faibles rendements sont liés aux facteurs suivants: la vétusté de l'outil de production, le retard technologique, absence de cycle complet de transformation industrielle et la sous-utilisation de la capacité de production installée pour certaines entreprises. Nous citerons la Midema, la Bralima et autres. L'insuffisance d'esprit d'entreprise et d'association dans les chefs de promoteurs locaux, le prix de revient élevé, les coûts de matières premières importées, fiscalité et parafiscalité lourde. L'insuffisance ou le manque d'études macroéconomiques, le non-raccordement de quelques sites industriels et économiques au courant électrique haute tension d'Inga. La forte dépendance vis-à-vis de l'étranger en ce qui concerne les pièces de rechange, les matières premières, pour le cas des Silou, Sinat, Midema et ainsi de suite. Pour ce qui concerne le secteur d'infrastructures de transport, les systèmes de transport est devenu un frein au développement dans la mesure où ils ne favorisent plus les échanges commerciaux et la mobilité de personnes. Les transports routiers est en général très dégradé et devenu presque impraticable en toute saison. Sur 1307 km de routes nationales, 623 sont en bon état, soit 48%. 204 en état moyen, soit 15%, 480 en mauvais état, soit 36%. Sur 423 km de routes provinciales, 168 sont en bon état, 222 en mauvais état. Sur 13 474 km de routes de dessert agricole, plus ou moins 2000 km ont été réhabilités et les restent dans un état défectueux. Le transport ferroviaire ne dispose que d'une voie vétuste et inadaptée, de quelques matériels de traction et des locomotives vétustes et insuffisants. Le transport maritime et fluvial est caractérisé par la vétusté et l'insuffisance des infrastructures portuaires et des matériels de transport fluvial. L'insécurité dans l'installation portuaire, l'inexploitation de deux biefs navigables, Kingangampioka sur le fleuve Congo et Kisantu Ngidinga sur la rivière Inkisi. Quant au transport aérien, les infrastructures aéronautiques comme les aéronefs sont vétustes et sous-équipées, âgées de plus de 25 ans. L'état de dégradation très avancé des infrastructures de transport qui rend difficile la circulation de biens et de personnes et la conjugaison de plusieurs facteurs d'une manière générale. Il s'agit de l'inexistence d'un programme harmonisé et cohérent d'entretien, de maintenance, de réhabilitation, de reconstruction, de renouvellement et de modernisation des moyens de transport, ainsi que
du manque de ressources financières appropriées. De manière spécifique, l'on peut citer les causes ci-après. Le non-respect de la réglementation en matière de protection ou de sécurité de la voie, le non-entretien courant des routes réhabilitées pour les transports routiers. Dans le secteur énergétique, eau potable et électricité, la desserte en eau potable et en électricité contraste malheureusement avec ses potentialités pour diverses raisons. D'une manière générale, les équipements sont insuffisants et vétustes, les stations de distribution sont insuffisantes, les nombres de stations et de transports ne sont pas respectés, les normes de stockage et de transport ne sont pas respectées. De manière spécifique, pour ce qui est de la production et de la distribution de l'énergie électrique, les installations de la SNED sont dans un état de vétusté prononcé, ce qui ne permet pas d'améliorer le taux de desserte électrique provinciale qui est de 12%, tandis qu'en milieu rural, le réseau est sous-exploité ou inexistant. Par contre, en ce qui concerne l'eau potable, en milieu urbain et périurbain, le centre de régie des eaux se caractérise par d'importantes fuites et manque d'eau potable dans les réseaux de distribution consécutifs à la dégradation généralisée de l'outil de production et de distribution, ainsi qu'aux difficultés d'importation des produits chimiques de traitement d'eau. En milieu rural, la dégradation est plus prononcée du fait que la station provinciale du service national d'hydraulique rurale de Kinzamvouete est devenue inopérationnelle. Le faible accès à l'eau potable, taux de desserte référence 36,5%, et à l'électricité, taux de desserte de référence 12%, un des problèmes fondamentaux pour la province du Bas-Congo. Cela s'explique en ce qui concerne l'eau, les dysfonctionnements de la régie des eaux et du service national d'hydraulique rurale, l'inexistence d'un plan national de desserte en eau potable, l'inexistence d'une politique rationnelle de gestion des ressources financières et humaines de l'entreprise. Pour l'électricité, l'inexistence d'investissements pour l'exploitation des sources peu coûteuses, la faible exploitation du courant produit par les centrales d'Inga et Zongo, l'inexistence d'une politique d'entretien et de maintenance de l'outil de production et des installations de distribution, l'inexistence d'un système de facturation réaliste, l'absence d'un plan directeur d'électrification rurale et urbaine, les désengagements de l'État, la pauvreté de ménages, l'ignorance et les comportements rétrogrades des individus. Pour ce qui concerne l'environnement et l'assainissement, les signes ou les indicateurs de pauvreté se manifestent essentiellement par l'incapacité des ménages à avoir accès à un système adéquat d'évacuation des déchets solides et liquides, à s'assurer un logement débarrassé des vecteurs de maladies et des agents des nuisances divers. La pollution de l'environnement, un des problèmes majeurs de la province, a pour cause la surexploitation forestière, le non-respect de la réglementation existante et l'insuffisance de mesures en matière de reboisement, l'insuffisance des politiques et des programmes de développement et d'aménagement du territoire, l'inexistence des politiques et programmes bien adaptés de développement rural, l'inefficacité de la politique d'éducation. Dans le milieu rural, l'insuffisance des politiques et des programmes
spécifiques d'occupation des espaces, l'absence de politique de gestion et de traitement de déchets, l'usage abusif des produits toxiques pour la pêche et l'agriculture, le non-curage des caniveaux et des bassins hydrographiques, l'inexistence d'un service organisé d'évacuation de déchets. Dans le secteur de la santé, les indicateurs sanitaires et nutritionnels font ressortir une situation très préoccupante. Nous retenons un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour la rougeole de 4%, la proportion d'enfants de moins d'1 an vaccinés contre la variole est de 83,7%, les taux d'utilisation des services de santé CEPEN 77%, les soins curatifs 49%, proportion de femmes enceintes supplémentées en fer 62%, la proportion d'enfants n'ayant pas reçu les vaccins contre les maladies de l'enfance 61%, les taux de prévalence du paludisme 20,4%, les taux de prévalence de tuberculose 0,15%. En ce qui concerne les taux de couverture sanitaire, il y a un médecin pour 17 356 habitants, un pharmacien pour 131 069 habitants, un lit pour 514 habitants, un hôpital général pour 126 700 habitants, un centre de santé de référence pour 50 013 habitants. D'une manière générale, ces taux n'atteignent pas encore les cibles fixées par les OMD. Pour ce qui concerne le VIH et la santé des reproductions, la séroprévalence du VIH est de 6,16%. La prévalence du VIH par tranche d'âge et par sexe, 25 à 34 ans, 31%. Les femmes sont le plus touchées que les hommes, 143 femmes pour 70 hommes, soit une proportion de 2 à 1. Les phénomènes de violence sexuelle prennent de l'ampleur dans la province du Bas-Congo. À partir de 2 enquêtes réalisées, il a été identifié 1324 cas de violences sexuelles, dont 700 pour la seule période de janvier à juin, et cela c'était en 2006. Pour cette période, comparativement au plan national, le Bas-Congo se classe en 4e position, après le nord et le sud Kivu, et la province orientale, avec un taux de 1,4%. Concernant les indicateurs de la santé de reproduction, le taux de mortalité maternelle est de 0,84%. La proportion d'accouchement assisté par le personnel de santé qualifié est de 64%. La planification familiale est de 7,5%. Les taux de mortalité infantile, 131 pour 1000. Les taux de mortalité infanto-juvénile, 121 pour 1000. Quant aux indicateurs nutritionnels, apport en calcaire, 1765 calories par jour, niveau assez élevé de la malnutrition enregistrée chez les enfants de moins de 5 ans.
malnutrition chronique, indice de retard de croissance modéré à 43,1%, soit 4 enfants sur 10, et sévère 23,6%, plus ou moins 3 enfants sur 10. Malnutrition aiguë, modéré à 9,2% et sévère à 1,4%. La proportion de ménages qui consomment 3 repas par jour est de 15%. Faible accès aux soins et services de santé de qualité. Cela a pour cause essentielle l'éloignement, la dégradation, la faible capacité d'accueil et les sous-équipements des infrastructures hospitalières, l'inexistence d'un système efficace d'approvisionnement des formations hospitalières en médicaments essentiels et intrants, le faible budget alloué au secteur social, santé, éducation, jeunesse, la gestion irrationnelle des ressources humaines, matérielles et financières, les coûts élevés des soins de santé primaire et des produits pharmaceutiques par rapport aux faibles revenus de bénéficiaires, la faible capacité technique du personnel soignant, les recours de plus en plus fréquents au système de santé traditionnel, les us et coutumes rétrogrades. Les taux élevés de prévalence du VIH, l'ampleur des violences sexuelles et les taux élevés de mortalité maternelle s'expliquent par l'ignorance de la population, l'insuffisance des structures et des programmes qui touchent à la santé des reproductions, la prostitution, les taux élevés des rapports sexuels non protégés, 36%, les violences sexuelles, l'état précaire des infrastructures de santé, des reproductions, entraînant une forte mortalité maternelle et infantile, une fécondité élevée, précoce et une absence de planification familiale. Dans le secteur de l'éducation, l'état de l'éducation de notre province, tel qu'établit les différents indicateurs, demeure précaire. Les indicateurs de rendement interne en sont une illustration. Taux d'admission en première année primaire, 54%. Taux net de scolarisation au primaire, 60%. Taux d'achèvement au primaire, 45%. Taux de scolarisation au secondaire, 19%. Taux d'achèvement au secondaire, 19%. Pour ce qui est des écarts entre les filles et les garçons au niveau des effectifs scolaires et de l'alphabétisation, ils sont très prononcés en défavorable de la fille. Enseignement primaire, filles 45%, garçons 55%. Enseignement secondaire, filles 37,9%, garçons 62,1%. Enseignement universitaire et supérieur, filles 24,7%, garçons 75,3%. Taux d'alphabétisation de 15 à 24 ans, filles 59,2%, garçons 83,3%. Au regard de ce qui précède, la province du Bas-Congo éprouvera des difficultés sérieuses pour assurer une bonne éducation de base pour tous. Parmi les causes principales des faibles accès à l'éducation de base, il y a lieu de retenir l'insuffisance et l'inégalité répartition géographique des établissements scolaires, la dégradation et les sous-équipements des infrastructures scolaires, la faible prise en charge de l'enfant à l'âge préscolaire, l'éloignement des écoles, distance moyenne à parcourir par les écoles à pied dans les entités les plus nantis, 16,2 km. Face à cette situation, les ateliers, les séminaires, tout comme des conférences, ont réfléchi sur des pistes de solutions.
Mais tout ce résultat proposé et objectif assignés n'ont pas abouti, étant donné que la situation jusqu'à ce jour demeure telle que nous venons de l'énoncer. Certes, il y a quelques interventions du gouvernement provincial tout comme du gouvernement national, ainsi de quelques rares privés et quelques ONG internationales tout comme nationales qui interviennent dans le secteur. Mais la grande question, c'est pour quel résultat? Quand les ONG interviennent, les appuis qu'ils obtiennent, c'est pour que le bénéficiaire puisse améliorer leur situation. Mais étant donné que les gouvernements ne font pas un suivi, non pas pour voir la gestion de ces ONG, mais du moins par rapport aux résultats, parce qu'il s'agit d'un engagement. Comme les gouvernements ne suivent pas, nous qui sommes dans le domaine des ONG, et beaucoup parmi vous le savent, nous faisons des rapports fantaisistes pour dire que nous avons atteint le résultat, soit à 70%, à 80%. Le 20% d'écart nous favorise pour demander une autre subvention et nous allons encore reprendre la même chose. Étant donné que la problématique est un fonds de commerce pour les ONG, la paupérisation des populations doit toujours demeurer. Pourquoi? Parce que si une fois il y a une croissance par rapport à cette population, je dois quitter ces milieux en tant qu'acteur de développement pour aller dans un autre milieu. Et il n'y a pas de durabilité dans les interventions que ces ONG font sur le terrain. Parce que la durabilité implique la cogestion, la participation de bénéficiaires pour que, au terme du projet, le bénéficiaire puisse continuer les activités que l'ONG a commencées. Mais comme l'État ne suit pas, comme personne ne contrôle, et comme la population aussi n'est pas informée, on fait de n'importe quoi. C'est partout, c'est une situation qui est partout dans toutes les provinces de la RDC. Mais comme il s'agit de notre province, cela aussi est très prononcé dans notre province. Mais au niveau de la RDC, le programme qui est financé par la coopération belge, c'est un programme qui permet de construire un dialogue tripartite avec 3 piliers. Donc le ministère de la Santé est le premier pilier, l'OMS qui détermine les normes est le deuxième pilier, et il faut qu'il y ait un troisième pilier qui est l'ensemble des organisations qui travaillent dans le secteur santé, afin qu'ensemble ils puissent discuter des problèmes de santé qui se déroulent dans leur espace géographique, et qu'on puisse aussi entendre les avis de la population elle-même. Malgré la reprise de la croissance, malgré tous les chiffres qu'on vous montre, nous ne créons pas suffisamment de richesses au Congo pour pouvoir la repartir de manière équitable entre les individus. Ce qui fait que, je donne les chiffres réels, on crée 15 milliards de richesses au Congo, de 15 milliards de dollars chaque année. Vous divisez par 70 millions d'habitants, vous ne pouvez pas faire de miracle. Ce qui explique qu'il y en a certains qui en profitent pour prendre la plus grosse part et laisser les miettes aux autres, parce que si vous faites encore une fois un calcul équitable, vous observez la réalité. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup plus que les 250 dollars par habitant par an, donc ça veut dire qu'ils prennent ces richesses aux autres, toutes choses restant égales par ailleurs. Je donne un exemple. En Belgique où nous sommes, on est à 350 milliards d'euros, donc par à peu près 500 milliards de dollars. Vous les divisez par les 10 millions des Belges qui vivent ici,
équitablement, chaque Belge va se retrouver grosso modo avec 35 000 € par an. Donc c'est par rapport à ça qu'on calcule au fait le revenu moyen d'un Belge. Donc ce qui est somme toute acceptable pour vivre. Les États-Unis, je crois qu'ils ont 14 000 milliards, donc ils produisent 1000 fois plus de richesse que le Congo. Et ils sont à peu près 250 millions d'habitants. Vous voyez un peu, ce sont quelques chiffres qui nous permettent de mieux réfléchir sur la situation que vivent nos frères qui sont au Congo.